Bonjour, bienvenue dans un nouveau format de vidéo qu'on va essayer de vous proposer, qui sera le format Focus. Focus, l'objectif, ce sera qu'un joueur de l'association, on a une association située à Lyon qui se consacre essentiellement au popper, qu'un joueur de l'association vienne vous parler d'un deck qu'il aime bien, de son pet deck, du deck dont il a envie de vous parler. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de Mono White. Mono White, c'est un deck qui a toujours existé, qui existe dans différents formats, qui existe même presque depuis l'origine de Magic, et qui a longtemps, en popper en tout cas, qui est un peu passé sous les radars, parce qu'il était considéré comme un Kuldota en moins bien, c'est-à-dire un deck très aggro, mais Kuldota était considéré qu'il faisait les choses mieux. Pour autant, Mono White avait un très bon match-up contre Kuldota. Donc sans plus attendre, vous avez les decklists qui seront sûrement en commentaire sous la vidéo. Là, l'idée, c'est pas de vous montrer des montages vidéo, on va vous montrer des vraies cartes. Euh, la carte un petit peu qui symbolise un petit peu Mono White, c'est la promesse des gardiens. Donc la promesse des gardiens, on va dire que c'est votre finisher, c'est la carte qui va donner plus 2 à tout votre board pour finir l'adversaire. Donc voilà, votre idée c'est d'avoir un board qui se développe, de grignoter l'adversaire s'il y a besoin, et à la fin de lancer une énorme attaque avec des créatures qui vont tous avoir plus 2, ce qui va faire des belles bêtes. Je montre ensuite une carte qui a été essentielle au retour et à la survie de Mono White ces derniers temps, qui est le charme de Traben. Alors le charme de Traben, c'est un petit peu l'outil multiple, c'est le couteau suisse, qui peut faire, je le rappelle, trois choses. Il peut soit détruire une bête en infligeant le double de blessures du nombre de créatures que je contrôle. Or, la plupart du temps, on a un gros board en mono white, ce qui fait que ça fait beaucoup de dégâts. Il permet aussi de détruire un enchantement ciblé. Voilà, ça travaille sur le Makeshift Munition, ça travaille contre Boggle, ça travaille sur énormément de choses. Et enfin, il peut exiler les cimetières de n'importe quel nombre de joueurs ciblés. Et ça en éphémère. Donc ça marche très bien contre tous les decks combos qui vont utiliser le cimetière. Voilà, donc cette carte multi-usage, pour moi, elle est essentielle dans Mono White, aujourd'hui. Cependant, Mono White, ben, un des principes, c'est de créer un board. Et pour ça, on a pendant très longtemps utilisé les inspecteurs de Traben et les inspectrices postulantes. Les inspecteurs postulantes, pardon, c'est des hommes. Euh, voilà, je nous disais, il y avait une femme, l'inspectrice de Traben et l'inspecteur postulant. Donc ça, c'est des 1-2 qui vont créer des jetons indices quand ils arrivent sur le champ de bataille. Donc ça veut dire que c'est une carte qui, à terme, va se remplacer. Et bon, on aime ça, on pose une carte, on va en piocher une. Le popper, c'est vraiment un format de grind où le card advantage est très important. Euh, ces deux cartes-là, elles avaient l'avantage d'être des 1-2, ce qui fait que ça bloquait assez bien les gobelins, justement, du Cult Dota. Actuellement, Cult Dota n'existe pour ainsi dire plus. Le format est en train de rebondir un peu suite au ban de Cult Dota. Pour autant, ça reste des bonnes bêtes. On en jouait 8, 4 de chaque. Je suis en train de réduire un petit peu le chiffre et de tomber à 6 parce que l'usage est un tout petit peu moins important. On avait ensuite un petit package qui là aussi est là pour nous tenir en vie, donc avec les vétérans lunarques et la prêtresse de suture. Donc ça, ces deux cartes-là, leur objectif c'est de gagner des points de vie. Le vétéran lunar, à chaque fois que vous avez une créature qui arrive sur le champ de bataille, ce qui arrive assez fréquemment, vous gagnez des points de vie. Et la prêtresse de suture, c'est la même chose, sauf qu'en plus, quand une créature arrive sur le champ de bataille chez l'adversaire, il perdra un point de vie. Donc ça, on avait une utilisation notamment contre les decks qui abusent un peu de la création de tokens. Aujourd'hui, cette prêtresse de suture, c'est pareil, elle est un petit peu sur le siège éjectable parce qu'avec la disparition de Glee, on est dans quelque chose d'un peu moins pire. Par contre, c'est par exemple très bien contre Elf. Le vétéran lunar qui a l'avantage de pouvoir revenir depuis le cimetière pour un effet inverse, c'est-à-dire quand vous perdez une créature, vous gagnez un point de vie. Donc concrètement, avec le nombre de créatures que vous jouez, ce vétéran lunar qui peut vraiment vous amener beaucoup de points de vie, pour que vous en jouiez 2 ou 3 sur le champ de bataille, vraiment vous faites le plein. Le vétéran lunar qui peut revenir du cimetière, et on a aussi globalement une petite synergie cimetière dans ce deck, avec, on va chercher à jouer ces deux cartes, qui sont essentielles aussi, qui sont le piaillement de bataille et les filins prismatiques. Donc ça, c'est des cartes qui ont flashback. Le piaillement de bataille, c'est une carte qui va vous créer des oiseaux. Donc pour 4 mana quand même, vous créez 2 oiseaux qui ont le vol, des 1-1, donc c'est pas fantastique en soi. Mais par contre, son coût de flashback est
gratuit en mana, c'est-à-dire que vous engagez 3 créatures blanches que vous contrôlez pour le relancer. Et schématiquement, très souvent, on va l'enchaîner, c'est-à-dire qu'en fait, on va payer 4 mana pour faire 2 oiseaux. Ces 2 oiseaux s'engagent, il suffit d'avoir une créature supplémentaire qui s'engage pour pouvoir le relancer immédiatement en flashback. Et vous vous retrouvez avec 4 oiseaux sur le board pour 4 mana. C'est quand même assez intéressant. Sachant que le but, c'est d'avoir un grand board, une nouvelle fois, parce que la promesse des gardiens est là pour finir le job. En plus, vous avez 4 oiseaux qui sont entrés sur le champ de bataille. Donc, si le vétéran lunar qui est sur le champ de bataille, ça fait 4 points de vie. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Petite précision sur le pianement de bataille. Lorsque vous le jouez, que le sort Trésor qui part au cimetière, vous conservez la priorité. Donc vous pouvez immédiatement le relancer. L'adversaire ne peut pas intervenir entre les deux. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous exiler votre cimetière, il ne peut rien faire entre le moment où il se résout et le moment où vous le relancez, à condition que vous ne fassiez rien d'autre. Sauf si vous avez un vétéran Lenark, puisqu'à ce moment-là, au moment où les oiseaux du sort qui se résout arrivent sur le champ de bataille, vous avez des triggers de points de vie qui vont se déclencher. Et à ce moment-là, l'adversaire peut réagir pendant le déclenchement de ces triggers-là avant que vous le relanciez. Petite subtilité. La deuxième carte qui est très intéressante, qui se flashback, c'est le filin prismatique. Pour 3 mana, vous choisissez une couleur et vous prévenez toutes les blessures des sources de la couleur de ce choix pendant ce tour. Donc, classiquement, on s'apprête à vous raser votre board avec une brasse rouge. Vous lancez ça pour 3 mana en disant rouge. Vos créatures n'encaissent pas les points des rouges. Donc, c'est assez bien. Mais la magie du truc, c'est vraiment que ça, pour le coup, c'est un coup de flashback ridicule qui est juste engager une créature blanche que vous contrôlez. Donc, avec votre board pléthorique, il vous suffit de conserver une créature dégagée et vous pouvez relancer gratuitement ce sort depuis votre cimetière. Donc ça, voilà, la combinaison de ces deux sorts à flashback est vraiment, vraiment drastique. Et ça nous amène à une créature qui nous intéresse, alors qui est une bonne créature d'une manière générale, la Fidée Draphine, mais qui marche très bien avec ces cartes-là. Donc ça, c'est une créature pour 2 mana, une 2-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connive. Connive, c'est vous piochez une carte, puis vous défaussez d'une carte, et si vous défaussez d'un non-land, la Fidée Draphine gagnera un marqueur +1/+1. Et donc évidemment, l'objectif, ça va être de défausser l'une de ces deux cartes qui a flashback dans votre cimetière pour pouvoir la payer avec son coût de flashback qui est moindre. Le coût de flashback de ces deux cartes est vraiment intéressant, c'est mieux que de payer le mana. Particulièrement sur le filin prismatique, le pialement de bataille, des fois on veut payer les deux pour juste avoir plus de bêtes. Donc c'est pour ça que la Fidée Draphine est dans ce deck, c'est parce que vous avez un intérêt à défausser des cartes. Et donc de la même manière, vous avez une petite synergie générale avec toutes vos créatures qui ont des Hunters de Battlefield, avec le Core Skyfisher. Donc le Core Skyfisher, c'est une 2-3 pour 2, donc c'est pas cher. Et théoriquement, elle a un malus, c'est-à-dire que quand elle arrive sur le champ de bataille, vous devez renvoyer dans votre main un permanent que vous contrôlez. Oh. Mais évidemment, on va renvoyer des permanents qui nous intéressent de remonter dans nos mains, tels que les fameux inspecteurs, qui vont être rejoués et régénérer un indice, donc régénérer une carte de carte advantage. La Fidée Draphine éventuellement, pour permettre de redéfausser une autre carte qui nous intéressait. Éventuellement des terrains. Et donc dans les terrains, on joue essentiellement des plaines et on joue un certain nombre de granges idylliques. La grange idyllique, c'est un terrain qui, quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive engagé, sauf si vous contrôlez au moins 3 autres plaines, parce que c'est une plaine lui-même. Et à ce moment-là, il arrive dégagé. Donc, si c'est votre 4e land, il arrive dégagé. Et il met un marqueur +1/+1 sur une créature. Et donc, une fois que ça arrive, si vous remontez cette grange idyllique avec le Core Skyfisher, bah, vous pouvez la rejouer et remettre un marqueur +1/+1 sur l'une de vos créatures. Donc, petite synergie. On joue aussi, puisqu'on est dans les terrains, des aigles du Nord. Les aigles du Nord, on les joue essentiellement en les cyclant pour aller chercher une plaine et très souvent pour aller chercher la grange idyllique si vous ne l'avez pas en main. Cependant, il arrive même pour 6 mana qu'on la joue. C'est une 3-3 vol, et au moment où elle arrive, le tour où elle arrive sur le champ de bataille, vos autres créatures ont +1/+0 et l'initiative. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça arrive tard dans la partie, 6 mana, on le joue quand même pas très souvent. Mais si vous n'avez pas votre promesse des gardiens en main, bah, ça fait un effet un tout petit peu similaire. Voilà, ça c'est le gros du deck. Je dirais que c'est un peu les incontournables. Et on arrive maintenant sur les slots que je vais appeler la personnalisation du deck. Un des grands classiques que beaucoup de monde joue, c'est les sonneurs de la milice. Donc le sonneur de la milice, c'est une 2-3 vigilante pour 3 mana.
Et son intérêt, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, en fait, vous regardez les 4 cartes du cul de votre bibliothèque et vous prenez parmi elles une créature de force inférieure ou égale à 2, ce qui est l'ensemble de notre deck, à part les aigles, tiens. Et vous la mettez dans votre main, vous mettez le reste sous votre bibliothèque. Donc en gros, c'est une carte qui va se remplacer en vous donnant même un petit peu de choix. Par contre, il arrive, pas fréquemment, mais il arrive, et ben, qu'on brique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de carte à récupérer avec ça, et à ce moment-là, vous avez payé 3 mana, une, 2, 3 vigilantes. Bon, moi, c'est vraiment la vigilance qui m'intéresse dans cette carte. Après, je ne vous cache pas que moi, j'en suis pas un grand fan, et je pense qu'elle n'est pas dans ma decklist. Voilà, mais beaucoup de monde le joue, donc je vous la signale. Euh, Moi, du coup, j'étais plutôt dans le wagon euh, âme du martyr. Donc, l'âme du martyr, c'est une 3-2 seulement, pour 3 mana théoriquement, pas fabuleux. Mais là, la convocation. Donc, la convocation, ça permet de payer toute ou partie de son coût de mana en engageant des créatures. Très bien jusque-là, ça veut dire qu'on peut avoir une 3-2 pour pas cher. Mais la beauté du truc, c'est que si vous la payez à un moment où vous n'avez pas de terrain engagé, c'est-à-dire que vous la payez intégralement au coût de convocation, généralement au début de tour, à ce moment-là, elle va donc vous engager 3 créatures pour la payer. Elle va arriver avec 2 marqueurs +1/+1, ce qui en fait une 5-4. Donc 5-4, c'est pas mal parce que ça bloque les terreurs bleues, ça bloque les Gurmagangler. 4, ça survit aux foudres, même si ça prend Galvanic Blast. Donc voilà, c'est intéressant. Vous engagez 3 petites 1-1 ou quelque chose comme ça, et ça vous permet d'avoir cette créature qui tient la route. Donc moi, j'ai joué ça pendant longtemps, et je pense que c'est en train d'être remplacé par la sortie de la dernière édition, qui est la bête de somme de la route de sel. Donc ça, c'est une 4-3 pour 6 mana, ce qui est quand même très cher. Mais lui, il coûte 1 de moins pour chaque créature que vous contrôlez. Donc là, vous n'avez pas besoin de les engager, ce qui est bien, puisque parfois, avec l'âme du martyr, eh ben, le problème, c'est qu'on engageait ces créatures en début de tour pour la jouer gratuitement, ben, ça vous fait 5 attaques de moins ce tour-là. Alors que la bête de somme, ben, vos créatures pourront quand même attaquer. Et le deuxième truc qui en fait une carte qui est très très bien, bah, c'est qu'elle se remplace directement. C'est-à-dire que vous la jouez, vous piochez une carte. Donc ça, Mono White, ça aime bien, parce que ça pose une bête, ça pioche quelque chose. Donc ça, c'est pas mal. L'inconvénient, c'est que sur un board vide, ou sur un board peu peuplé, ce qui arrive notamment après un Raz board, après des choses comme ça, bah, c'est une carte que vous aurez du mal à lancer, parce que 6 mana pour poser une 4-3, c'est pas fabuleux. Deuxième petit inconvénient par rapport à l'âme du martyr, bah, c'est qu'au maximum, elle a 4 en force, ce qui ne bloque pas les terreurs, ce qui ne bloque pas les Gurmagangler, donc c'est un petit peu moins bien à ce niveau-là. Ce qui veut dire que la bête de somme, elle va être souvent une cible privilégiée pour la grange idyllique de manière à avoir un marqueur +1/+1. Voilà. Une carte que j'essaye un petit peu en one-off, c'est l'espadon de tir. L'espadon de tir, c'est un artefact, un équipement. Vous payez 2, vous équipez pour 1, et quand la créature équipée attaque, vous lui mettez un marqueur +1/+1, et vous engagez une créature de l'adversaire. Donc ça, c'est pas mal contre les decks qui ont peu de créatures, peu de bloqueurs qui vont vous embêter. Par exemple, quelqu'un qui pose une chrysalide, bah, tous vos petits volants, si vous mettez ça, vous pouvez engager la chrysalide pendant que vos volants attaquent, et vos volants passent. Donc voilà, ça c'est typiquement un one-off qui est sorti dans certains match-ups. Voilà, ça c'était les cartes un petit peu chacun sa sauce. Et je peux maintenant vous parler rapidement du sideboard. Donc le sideboard, donc en popper, comme dans d'autres formats construits, mais en popper particulièrement, le sideboard c'est très important. Et aujourd'hui, même si blanc c'est la couleur qui est probablement la moins jouée en popper, ils ont accès à de très très bonnes cartes de side. La première étant Dust to Dust. Donc Dust to Dust, ça, c'est une carte qui date de The Dark, des origines de Magic, qui a été très peu rééditée. C'est une des cartes les plus chères du format d'ailleurs. Et cette carte, pour 3 mana, vous allez retirer de la partie 2 artefacts. Euh, le Popper, c'est un format qui est artefact intensive, il y en a énormément. Le deck affinité travaille depuis toujours, mais maintenant il y a beaucoup d'autres formats, beaucoup d'autres decks qui utilisent des artefacts. Là, vous allez en retirer 2 de la partie. Ça marche contre les ponts, les terrains artefacts qui sont indestructibles, bah, vous pouvez les retirer de la partie. Donc ça, typiquement, en tant que joueur blanc, si votre adversaire joue des ponts ou des terrains artefacts, tour 3, pouvoir retirer 2 terrains de la partie, généralement, c'est quasiment game over, quoi.
Et ça marche aussi contre les créatures d'affinité que vous ne voulez pas voir revenir à cause de la Blood Fontaine. Donc voilà, c'est vraiment la carte, c'est une excellente carte de side. Une excellente carte de side. En blanc, vous avez aussi Sanctification, qui est très très bien dans un deck Winnie, on va dire, puisque ça prévient les blessures qu'un sort ciblé devrait infliger ce tour-ci. Et en plus, vous gagnez autant de points de vie que des dégâts prévenus. Donc classiquement, c'est quelque chose qui est utilisé contre les race board, que ce soit évidemment le Breath Weapon, qui est très joué, que ce soit les chamans, que ce soit les rats, ça peut prévenir tout ce type de dégâts-là. Alors attention, il faut gérer la pile comme il faut, notamment contre le chaman qui peut se réactiver. Mais quand ça fonctionne, bah, vous sauvez votre board. J'en ai pas parlé, mais c'est un sujet quand même. Le deck Mono White, Winnie White, donc c'est des petites créatures, donc c'est très sensible au Rasboard. En Pauper, il y a assez peu de Rasboard, mais il y en a. Pour autant, en le jouant, je me rends vraiment compte que le deck n'est pas si sensible que ça au Rasboard. C'est-à-dire que c'est un deck qui redémarre assez bien. Notamment parce que souvent, vous avez encore des indices que vous n'avez pas pu transformer de la part des inspecteurs de Traben. Et il vous suffit que de quelques cartes, il vous suffit de ressortir un piaillement de bataille pour vous reconstituer un board très rapidement. Parce que si vous reposez ne serait-ce qu'un inspecteur postulant, que vous êtes capable de relancer un piaillement de bataille, vous avez 2 oiseaux, vous engagez vos 2 oiseaux, votre inspecteur postulant, vous refaites 2 oiseaux, et d'un seul coup, vous avez de nouveau 5 créatures sur le board. Et à ce moment-là, une promesse des gardiens, bah, elle est souvent létale à ce stade de la partie. Donc c'est un deck qui se remet assez bien des Rasboard. Bien sûr, on essaie de les éviter autant que possible, avec en particulier les filins prismatiques, qui vont limiter les dégâts, et la sanctification. Le Rasboard qui marche contre Mono White, bah, c'est les Rasboard noirs qui vont donner -2/-2 à toutes vos créatures. Et c'est pour ça que dans ce match-up, vous n'hésitez pas aussi à conserver Promesse des Gardiens et le mana ouvert pour le lancer, pour répondre à un -2/-2, puisque vous donnerez à ce moment-là +2/+2 à votre board qui survit. Donc vous ne serez pas dans un aspect létal, vous n'attaquerez pas pour +2/+2, mais vous aurez gardé votre board. Donc ça, c'est pas mal. Une carte qui est jouée, je pense, que dans ce deck, et pas par tout le monde, c'est Holy Light. Holy Light, c'est aussi une carte de The Dark. On est vraiment allé chercher un peu loin dans nos cartes de side. Et ça, c'est la Vrase blanche. Alors, 3 mana, c'est quand même cher. Toutes les créatures non blanches ont -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est pas une Vrase de très grande qualité, mais elle est globalement inattendue. Et elle marche très bien contre Exculdota, qui n'est plus là, qui va finir par revenir, et en ce moment contre Fée. Donc ça, c'est une très bonne carte contre Fée. Voilà, donc ça, on peut en jouer quelques-unes. Dans ce que j'aime jouer, moi, dès que j'ai accès à du blanc, parce que c'est une très bonne carte de side, il y a le porte-drapeau. Donc le porte-drapeau, c'est une 1/1 pour 2. Et le principe, c'est que c'est un porte-drapeau, comme son nom l'indique, et elle a une caractéristique. À partir du moment où il y a un porte-drapeau en jeu, si un adversaire doit jouer un sort, une capacité, n'importe quoi qui peut viser le porte-drapeau, elle doit viser le porte-drapeau. Donc ça veut dire que tous les sorts de boost, tous les blasts, tout doit se diriger sur le porte-drapeau. Donc ça a l'avantage, bah, ça marchait contre Glee, puisque le Glee, le but c'était d'enchanter une créature, donc là il était obligé de venir enchanter le porte-drapeau. Donc il fallait qu'il débarrasse du porte-drapeau. Mais c'est une créature qui est utile dans plein de match-ups. Ça marche contre la porte du basilic dans les portes, ça marche contre l'elfe qui booste les elfes en fonction du nombre d'elfes que vous avez, puisqu'à ce moment, il est obligé de viser le porte-drapeau avec sa capacité de boost. Donc d'un seul coup, ça perd son intérêt. Donc voilà, ça c'est aussi une carte que je joue beaucoup en side, c'est une des très bonnes cartes de side blanc. Et ensuite, on va utiliser aussi quelques removals, puisqu'on l'a vu, globalement, notre seul removal, c'est Charme de Traben. Et dans certains match-ups, on en a besoin d'un peu plus. On va donc jouer des Voyages vers le néant. Voyage vers le néant, c'est un enchantement pour 2 mana. Quand il arrive en jeu sur le champ de bataille, vous exilez une créature ciblée. Si jamais il quitte le champ de bataille, la créature revient par contre. Donc attention que l'adversaire ne vous le détruise pas. Par contre, on a aussi là aussi une toute petite synergie. À un moment, vous exilez une créature parce qu'elle vous dérange, vous avez joué votre voyage vers le néant. Plus tard, l'adversaire pose une menace qui vous dérange encore plus. Ben, rien ne vous empêcherait, avec un Core Skyfisher que vous jouez, de remonter le voyage vers le néant. L'adversaire récupère la créature que vous aviez exilée, hein, ça c'est l'inconvénient. Mais par contre, derrière, vous rejouez le voyage vers le néant pour cibler la créature qui vous intéressait. Et enfin, on joue aussi Détruire le mal.
Détruire le mal, c'est un éphémère, c'est l'ancien charme de Traben, qui avait deux effets possibles. C'est de détruire une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment anti-grosse bête. Très bien contre Chrysalide qui va grossir vite, très bien contre les terreurs, les serpents, les gurmailles, bon, tout ce qui nous embête. Et son deuxième effet possible, c'était de détruire un enchantement ciblé. Donc là aussi, on voit que l'intérêt de la carte de side, c'est de répondre à deux situations. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des cartes du deck, je vous ai présenté un petit peu son fonctionnement. Globalement, ce qu'on va chercher à faire, c'est toujours de générer un board en début de partie. Ça se fait essentiellement avec ce type de créature qui coûte généralement 1 ou 2 mana, que sont l'inspectrice de Traben, l'inspecteur postulant. Je retrouve mon inspecteur postulant, voilà. Et un petit package de points de vie avec la prêtresse de suture et le vétéran lunaire. On va ensuite chercher à continuer à développer ce board. Et le développement du board, il va vraiment passer sur cette carte clé du deck qui est le piaillement de bataille, la fameuse carte qui se flashback et qui crée des oiseaux. Et que vous allez chercher à optimiser la plupart du temps avec l'affidée de Raffine pour éventuellement la mettre au cimetière dès le départ. En parallèle de ça, vous aurez fait un peu de valeur avec le filin prismatique, qui lui aussi aura été envoyé au cimetière par la fille de Raffine, de manière à ce que vous n'en payiez pas le coup de mana. On a ensuite les cartes à valeur ajoutée qui vont être essentiellement le Core Skyfisher. Le Core Skyfisher, il vous permet de recommencer à bout-de-bouter, à jouer avec tous ces trucs-là. Vous aurez ensuite vos bêtes qui seront donc plus tard dans la partie, vos grosses bêtes à l'échelle d'un mono white, que vont être les fameuses cartes la bête de somme de la route de sel, qui est la nouvelle carte, ou l'âme du martyr, ou même le sonneur de la milice. C'est pas une très grosse bête, mais il vous redonne du jus, donc on le met un peu dans ce package-là. Et votre objectif, à la fin de la partie, c'est de tuer l'adversaire avec une promesse des gardiens la plupart du temps. Je ne me laisse pas donc tir un tout petit peu dans cette catégorie-là, puisque son but, c'est d'empêcher les bloqueurs de l'adversaire de vous gêner, donc c'est aussi une forme de finisher. Et voilà, donc ça, c'est votre plan de jeu. Il est très aggro, très aggro. Et vos cartes qui vous empêcheront de perdre, c'est de gérer des menaces avec le charme de Traben. Après, post-side, avec également le voyage vers le néant ou le détruire le mal, puisque ça va enlever des menaces. De faire que votre board survive, donc ça, c'était avec les fameux filins prismatiques. Je vais aussi rentrer la sanctification. Les aigles du Nord et la grange idyllique, je vais les rentrer dans le package value ici. Pour moi, c'est vraiment voilà, c'est la plaine. De toute façon, elle est censée être gratuite. Vous jouez que des plaines, vous la jouez en quatrième plaine. C'est une plaine qui arrive avec un marqueur plus un sur une bête. Et vous pouvez le remonter avec le Core Skyfisher. Donc ça, c'est une forme de value. Et enfin, vous avez toujours dans les cartes de hate, vous avez le Dust to Dust et le Holy Light qui sont comme ça. Le porte-drapeau, je le jette au milieu parce que pour moi, il est bon contre tout. Je le rentre systématiquement. Je devrais presque le mettre en main. Voilà, vous avez le contenu du deck. Au niveau des match-up, c'est un deck qui est très linéaire, qui, grâce à ses petits outils, se débrouille quand même, se débrouille bien, comme je le disais, qui rebondit bien après une brasse. Par contre, classiquement, une fois que High Tide part en combo, vous n'avez rien pour l'empêcher. Les decks qui vont vous faire des combos ultimes, une fois qu'elles sont lancées, généralement, vous avez peu de réponses. Donc votre but à ce moment-là, c'est tuer suffisamment vite pour qu'il n'ait pas le temps de se mettre en place, de chercher ses solutions, de chercher ses pièces de combo. Le charme de Traben est vraiment crucial contre ces decks-là, puisqu'en Pauper, très souvent, les combos infinis, les decks à combo passent par le cimetière, et donc le removal de cimetière au bon moment, c'est critique. Voilà, vous savez un petit peu plus sur Mono White. Un deck sympa à jouer, vraiment sympa à jouer. Quelques cartes chères, l'essentiel étant les Dust to Dust en side. Après ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais c'est ce qui fait quand même une partie de la puissance du deck. Bon, vous en achetez un carré, vous en avez pour la vie. Même pas, j'en joue 3, je crois. Donc achetez-en 3, ce sera suffisant. Filins prismatiques, qui sont des cartes un peu anciennes, mais ça se trouve quand même. On reste sur un deck qui est assez raisonnable en budget. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance focus qui sera probablement animée par un joueur de l'association à propos d'un autre deck. Allez, bonne journée.